Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir invité pour parler de la neuroprotection en phase aiguë de l'ischémie cérébrale. Donc je n'ai pas vraiment de lien d'intérêt puisqu'il n'y a pas de molécule neuroprotectrice. Je suis investigateur principal d'un PHRC et le matériel qu'on utilise, évidemment, on reçoit aucun financement du fabricant, donc on estime qu'on n'a pas de conflit d'intérêt. On précise aussi qu'on n'a pas d'intérêt au conflit parce qu'en fait, la neuroprotection, c'est compliqué. Il y a plus de 70 études, toutes négatives. Et vous verrez qu'il y a une approche qui est soit pragmatique, soit explicative. De mon point de vue, la bonne approche, c'est celle qui arrivera à l'étude positive et à valider un traitement. Donc ça, c'est le plan que je vous propose de suivre. Mais sur le traitement phase aiguë d'une ischémie cérébrale, on va passer assez vite. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Les premières études sur la thrombolyse intraveineuse étaient négatives, validées en 1995. Des traitements neuroprotection négatives, l'approche pharmaco-invasive, 3 études négatives, pour finalement, comme vous a dit Serge Bracard et les orateurs précédents, là, 6 études positives. Donc progresser en phase aiguë des infarctus cérébraux, c'est long. Il a fallu, vous voyez, 20 ans pour l'approche pharmaco-invasive et 13 ans pour élargir d'1h30 la fenêtre thérapeutique. Tous les traitements de phase aiguë ont pour objectif de limiter la taille finale de l'infarctus cérébral et on sait que globalement, la taille finale de l'infarctus est corrélée au handicap et comme vous le voyez, l'infarctus il grossit au cours du temps. L'équipe de la Salpêtrière s'est amusée à calculer combien on sauvait de volume d'infarctus cérébral quand on fait une thrombolyse, c'est à peu près une balle de ping-pong. Et pareil, un patient qui arrive avec une hyperglycémie, en moyenne, il a une balle de ping-pong en plus de tissu cérébral infarci. Et ça vous a été montré par Thierry Moulin et Sandrine. En fait, le flowchart des déficits neurologiques d'installation brutale. Quand on n'appelle pas pour un infarctus cérébral avec occlusion artérielle, on appelle pour un déficit neurologique d'installation brutale. On fait une imagerie cérébrale, on va éliminer les strokes mimiques, les hémorragies cérébrales. Là, on peut discuter une thrombolyse intraveineuse. Et si on fait en plus de l'imagerie cérébrale une imagerie artérielle, on pourra discuter d'une thrombectomie mécanique. Et comme l'a montré Thierry Moulin, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un gradient inverse entre l'efficacité et l'accessibilité des traitements. Ce qui est le plus accessible aujourd'hui en France, c'est l'unité neurovasculaire. La thrombolyse avec la télémédecine, ça s'élargit, mais vous voyez, c'est que 10% des infarctus cérébraux, avec un number needed to treat globalement à 7. Et la thrombectomie mécanique, c'est moins de 5%, avec un number needed to treat de 3%. De 3. Donc voilà, plus c'est efficace, moins c'est accessible. Et là, on voit le défi organisationnel en cours. Et toute la place qu'aurait un traitement neuroprotecteur qu'on pourrait installer dès le déficit neurologique. Alors, quand on regarde les guidelines concernant la neuroprotection, c'est un peu décevant. Donc, cette diapositive, c'est juste pour vous dire que moi, je ne fais pas de sciences fondamentales, donc je ne pourrais pas vous parler d'excitotoxicité, de stress oxydant, de la réponse vasculaire et de l'inflammation. Juste pour insister qu'il y a quand même de la neuroprotection préventive. La thrombolyse, on l'a dit, c'est plutôt dans les premières heures. Et la neuroprotection aiguë, c'est aussi les minutes, les heures. Et puis, il y a tout un champ qu'on ne traite pas aujourd'hui, mais qui est la neuroréparation et la neurorécupération, qui sera sûrement un champ important dans les années à venir. Et quand on regarde les guidelines de l'American Academy, en fait, ce que ça dit, c'est qu'un agent neuroprotecteur, c'est un agent qui sauve du tissu cérébral, la fameuse pénombre dont vous a parlé, c'est-à-dire un tissu qui souffre mais qui n'est pas encore mort. Et puis, on parle des recommandations STER. Alors, STER, c'est juste une référence Internet que je vous recommande. C'est Stroke Treatment Academy Industry Roundtable. Vous avez tous les diaporamas accessibles en PDF. Et donc, il y a, là, la dernière session, c'était sur la thrombectomie mécanique, mais vous en avez eu sur la neuroprotection. On reviendra dessus. Et après, quand on voit les niveaux de preuve, on n'a aucun niveau de preuve A. Donc, vous voyez, on parle un peu des statines, de l'hypothermie. Il y a une grande étude européenne en cours, mais pour le moment, rien n'est démontré. L'oxygène hyperbare, vous voyez, classe 3. Donc, aujourd'hui, le traitement neuroprotecteur le plus efficace, c'est l'unité neurovasculaire, qui est disponible partout, enfin, sur une grosse partie du territoire. Alors pourquoi on n'arrive pas à progresser dans la neuroprotection? On ne sait pas, mais en tous les cas, les suggestions du groupe STER dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça marche toujours chez l'animal, ça ne marche pas chez l'homme. Pourquoi ces échecs? Parce que d'abord, les méthodologies des expérimentations animales sont souvent insuffisantes. Quand une expérimentation animale, il n'y avait pas de randomisation, pas d'insu, les animaux qui n'étaient pas malades. Donc ça, maintenant, c'est corrigé.
Dans les publications de Stroke, si vous faites de la recherche animale, on vous demande ces critères de qualité. La fenêtre temporelle chez l'homme était trop large, c'est-à-dire que chez l'animal, on fait des fenêtres de 2 heures, 3 heures. Chez l'homme, il y a eu des études jusqu'à H12, H24. Et puis surtout, les critères de jugement sont différents. Sandrine vous l'a dit, c'est le ranking. Nous, on se base sur l'autonomie à 3 mois parce que c'est ce qui est important. Mais toutes les études chez l'animal, on regarde le volume, la taille de l'infarctus cérébral. Donc le groupe STER dit peut-être que ce qu'il faudrait faire, c'est une approche un peu plus preuve de concept, c'est-à-dire utiliser le volume d'infarctus cérébral comme biomarqueur et voir si le neuroprotecteur réduit le volume d'infarctus cérébral chez l'homme. L'intérêt, c'est que déjà, il faut 10 fois moins de patients à inclure lorsque vous faites l'étude. Globalement, une étude de neuroprotection sur un critère clinique, c'est 2000 patients. Sur un critère IRM, c'est 200 patients. C'est le même critère chez l'animal. C'est une mesure directe et objective. Et quand on regarde les 4 derniers grands essais de neuroprotection sur des critères cliniques qu'on a eu en neurologie, que ce soit par exemple la pharmacopée chinoise avec l'étude Chimes, la cérébrolysine, la cytocholine, en fait, l'étude est négative, mais vous ne savez pas s'il y a un petit signal ou un sous-groupe par rapport à la taille de l'infarctus. Voilà. Et donc, ce que propose Esther, c'est si l'agent neuroprotecteur réduit le volume d'infarctus cérébral, alors partir sur des essais randomisés de plus large échelle. Et donc là, ce que je vais vous présenter, c'est juste 2 exemples de 2 études, une pragmatique et une explicative. Donc, les 2 approches, l'étude pragmatique, on comprend, on peut la faire en préhospitalier avant imagerie cérébrale, il faut beaucoup de patients. Et l'étude explicative, c'est souvent après imagerie cérébrale, ça nécessite moins de patients. Donc, la première étude dont je vais vous parler, c'est une très belle étude, l'étude FASMAG, qui est faite par Jeffrey Sever à Los Angeles, et donc qui reprend tout le rationnel que vous avez maintenant intégré. La thrombolyse, c'est bien, mais c'est peu de patients et ça marche que dans 1 fois sur 2. La neuroprotection peut apporter un plus quand il y a une reperfusion, mais pour le moment, toutes les études sont négatives. Et le produit qui teste, c'est le sulfate de magnésium, qui a un effet chez l'animal vasodilatateur, neuro- et glioprotecteur, qui est peu coûteux, largement disponible, facile à prescrire, que beaucoup connaissent dans l'utilisation de l'éclampsie, la pré-éclampsie. Et dans la première étude randomisée dans l'infarctus cérébral avec le sulfate de magnésium, dans le sous-groupe moins de 3 heures, il y avait une tendance positive. Et donc, ils ont fait une étude multicentrique, randomisée, financement institutionnel, 1700 patients, suspects d'AVC. Et là, c'est important. Et pour répondre à la question que vous posez, là, ils ont utilisé une échelle, mais globalement, les suspicions d'infarctus cérébral, pour nous, c'est FAST. C'est l'acronyme F, c'est FAST. Madame, monsieur, faites une grimace, il y a une asymétrie faciale, 1 point. Madame, monsieur, tendez les bras devant vous, il y a un bras qui tombe, 1 point. Madame, monsieur, donnez-moi votre nom, prénom et votre âge. Il ne sait pas répondre alors qu'il n'a pas un Alzheimer, 1 point. S'il a un seul de ces 3 signes, c'est un infarctus cérébral dans 3/4 des cas. Donc là, dans cette étude-là, ils ont globalement inclus des patients qui avaient des déficits moteurs et des troubles du langage. Début du traitement dans les 2 heures. Et vous voyez, c'est quand même une étude qui s'est étendue sur près de 8 ans, enfin 7 ans, 4600 patients screenés, critères cliniques. Et là, vous voyez 850 patients qui reçoivent le sulfate de magnésium en bolus puis en seringue électrique ou le placebo. Les résultats, c'est quoi? Alors déjà, la description de la population incluse, très intéressant. Des patients en âge moyen 70 ans, et le diagnostic final, dans 3/4 des cas, c'était bien des infarctus cérébraux. Et les strokes mimiques, c'était que 4%. Ça veut dire que quand vous incluez des patients avec déficit neurologique brutal avec hémiplégie, eh ben, dans 3/4 des cas, c'est de l'infarctus, c'est de l'ischémie cérébrale. Vous avez très peu de strokes mimiques. Ces patients ont été traités par RTPA, vous voyez, entre 1/3 et puis 40% des cas. Le délai médian entre l'heure de début et le bolus, 45 minutes. Et 3/4 des patients traités dans la fameuse Golden Hour dont on vous a parlé. Donc, là, toutes les conditions sont réunies. Le produit, vraiment, il a le meilleur scénario possible. Voilà. Or, malheureusement, l'étude est négative.
Alors cette étude FASMAG, elle est très intéressante, plus sur le plan du design, parce que ça montre que c'est possible de faire une étude en préhospitalier avec finalement une bonne population cible. Alors pourquoi c'est négatif? Après on ressort les vieux papiers qui disent finalement le sulfate de magnésium, il faut 4 heures pour passer la barrière hémato-encéphalique. Maintenant le mot-clé dans la neuroprotection, on dit c'est pléotropique, c'est-à-dire comme on ne comprend pas, c'est un peu tout, mais bon ça devrait marcher. Mais surtout, cette étude, même si elle est négative, elle est surtout positive sur le design, c'est-à-dire que ça démontre qu'on peut faire un traitement neuroprotecteur délivré dans 3/4 des cas dans la golden hour chez 3/4 des patients en préhospitalier. Mais elle est négative. Et donc l'autre étude que je vais vous présenter, vous m'avez invité, donc je parlais de l'étude Rescue Brain, qui étudie l'intérêt du conditionnement ischémique. Alors c'est quoi le conditionnement ischémique? C'est une ischémie transitoire sans nécrose, le plus souvent avec un garrot électronique au bras ou à la jambe. Donc le conditionnement ischémique, on peut avoir soit du préconditionnement, c'est l'angor ou l'AIT avant l'infarctus du myocarde ou l'infarctus cérébral, et on sait que dans le cœur, l'infarctus du myocarde est plus petit quand il y a eu un angor avant, soit le perconditionnement, ce qui va être rescue brain, c'est-à-dire c'est pendant que le patient a l'ischémie cérébrale qu'on fait une ischémie à un membre, soit le post-conditionnement ischémique, c'est la situation au cath lab où on réouvre l'artère, mais on ne réouvre pas à plein flux tout de suite, on occlue l'artère 1 minute, on la dégonfle 1 minute avec un petit ballonnet et on fait ça pour reperfuser doucement. Alors je passe sur les modèles animaux parce que ce n'est pas vraiment le sujet, mais simplement le conditionnement ischémique, selon les critères de qualité des études STER, a montré qu'il est efficace sur la réduction de la taille d'infarctus cérébral et il a un effet additif avec le RTPA. Alors il y avait une seule étude qui a été faite chez l'homme, sur laquelle on reviendra. Donc vous voyez bien le conditionnement ischémique, je gonfle un brassard, globalement c'est souvent 11 points au-dessus de la systolique, ça libère un message systémique par voie sanguine et neurogène, et ça bloque les canaux à eau des mitochondries, et c'est un effet cytoprotecteur. L'étude danoise, en fait, vous voyez qu'ils n'ont pas du tout fait comme FASMAG, puisqu'ils ont inclus 250 patients avec déficit neurologique. Ils ont fait le perconditionnement avant l'arrivée à l'hôpital et finalement, ils se retrouvent, si on part de 250 patients, qu'avec 33 patients qui avaient bien un infarctus cérébral et qui ont reçu le protocole complet parce qu'ils avaient beaucoup d'AIT, d'hémorragie cérébrale, de stroke mimique. Donc l'objet de Rescue Brain, c'est de démontrer que le perconditionnement ischémique à un membre inférieur, dans les 6 premières heures d'un infarctus cérébral, réduit la croissance du volume de celui-ci à H24 en comparaison au groupe contrôle. Donc c'est un essai multicentrique randomisé en ouvert avec évaluation du critère de jugement en insu. C'est un PHRC qui a été déclaré sur clinicaltrial.gouv et dont la méthodologie a été publiée. La randomisation est stratifiée sur le centre et la thrombolyse intraveineuse et la thrombectomie mécanique est autorisée. Donc on a un patient alerte thrombolyse, on le passe à l'IRM, on voit en séquence de diffusion un infarctus large, donc un patient qui a quand même un déficit moteur. On est dans les 6 premières heures, on randomise, soit on lui met un garrot et on fait 4 cycles de gonflage, 4 cycles de dégonflage et tout est programmé, ce n'est pas l'infirmière qui fait 11 points au-dessus de la systolique, soit il est tiré dans le groupe contrôle, on pose le garrot sans gonflage et on regarde à J1, est-ce que le volume d'infarctus a grossi ou, comme là, a diminué, puisqu'il peut y avoir une réversion de la taille de l'infarctus cérébral. Donc c'est une étude collaborative, vous voyez certains orateurs précédents, donc avec Bichat, Salpêtrière, on a aussi Nantes et Strasbourg. Voilà, enfin, il y a 10 centres qui participent à l'étude Rescue Brain et on est actuellement à 110 patients inclus et avec une analyse intermédiaire en cours. Donc moi, le message que je souhaitais vous dire sur ce sujet de la neuroprotection, c'est qu'il y a une amélioration de la méthodologie des études précliniques, notamment avec les groupes de travaux et STERS, qu'on peut avoir des approches de neuroprotection, soit une approche mécanistique, on va cibler, soit pléiotropique. Mais plus important, je pense qu'il y a les deux approches, l'approche pragmatique et explicative. Et aujourd'hui, on ne sait pas laquelle des deux va aboutir, mais il y a la place pour faire les deux types d'études, je pense. Je vous remercie de votre attention.